Bonsoir, bonjour, bonsoir, selon l'heure à laquelle vous allez écouter cette lecture. Donc, je l'appelle une lecture dans le sens où c'est une approche de l'interprétation des rêves, une lecture possible de l'interprétation des rêves. Comme nous avons vu, il y en a beaucoup. Et donc, c'est une proposition pour vous montrer un petit peu comment, ici, à l'école de poésie et psychanalyse Grupo Cero à Madrid, nous faisons la lecture de l'interprétation des rêves de Sigmund Freud. C'est une œuvre qui est considérée on va dire la première œuvre psychanalytique, puisque c'est elle qui va fonder la science psychanalytique. Puisque dans l'interprétation des rêves, Sigmund Freud va présenter son concept d'inconscient. Donc, nous devons nous rappeler que, avant toute chose, je m'appelle Clémence Lenis, je travaille comme psychanalyste pour tous ceux qui le désirent. Que parler en liberté, c'est une possibilité que tout être humain devrait pouvoir apprendre. Donc, je suis à votre disposition. Donc, je disais que l'interprétation des rêves, c'est celle qui va donc fonder, c'est l'œuvre qui va fonder la science psychanalytique. Et en plus, alors attendez, hop, bonjour Sylvie, merci de ton assistance et de ton écoute. Donc, je disais que l'interprétation des rêves, c'est celle qui va fonder le concept d'inconscient. Première chose, c'est-à-dire qu'avant 1900, ce seront tous les textes qui sont considérés comme pré-scientifiques. À partir de 1900, nous commençons le chemin, on va dire, de la science psychanalytique. Une chose qui est très importante, c'est que tous les textes qui sont avant 1900, ce sont donc des textes pré-scientifiques, mais ce sont des textes où, en fait, Freud, il était en train de faire ses recherches. C'est-à-dire que ce sont des textes où, lui, il voit déjà de quoi il s'agit. Quand il écrit l'interprétation des rêves, on dit que c'est un texte d'exposition. C'est-à-dire que les doutes, c'est fini. Maintenant, nous sommes au moment de l'exposition et nous allons montrer le résultat du travail de recherche que Freud a fait jusqu'à présent. C'est-à-dire que ce n'est pas... Je reviens sur cette idée, puisque je reviens sur l'idée de continuer à faire une lecture scientifique. Réaliser une lecture scientifique, on va dire, et c'est quelque chose qui va être ici très important. Pourquoi? Pour pouvoir découvrir la nouveauté que Freud nous apporte dans son œuvre. Parce que très souvent, on va faire la lecture de l'interprétation et on va dire « Bonjour Marie ». Donc, on va faire la lecture de l'interprétation des rêves et on va dire oui, voilà, l'appareil psychique, il fonctionne comme ça, papa. Non. Si moi, je découvre comment fonctionne l'appareil psychique, je vais me transformer. Ce qu'il y a de très intéressant dans la psychanalyse, c'est que ce n'est pas quelque chose qui est extérieur à moi. Si je m'approche de la science psychanalytique et que j'essaie de faire une lecture le plus scientifique possible, c'est-à-dire suivre les indications de Freud. Suivre l'indication de Freud, si dans le chapitre qui nous intéresse aujourd'hui, qui s'appelle donc « Le rêve est une réalisation de désir », je vais suivre cette idée. Lui, il va me proposer au départ, au début du texte, il va me proposer, on va dire, il va me proposer une thèse. Donc moi, je dois suivre la thèse et laisser de côté tout le reste. C'est-à-dire que je dois plutôt faire ça. D'accord? Donc, c'est-à-dire que je vais suivre. Pourquoi? Pour savoir de quoi il me parle. Si à la première phrase, je dis « Ah non, mais pourquoi on ne pourrait pas voir comme ça? Et pourquoi ça ne pourrait être pas comme ça ?» Ça y est, je suis sortie. Je dois aller jusqu'au bout. Et ensuite, première chose, et en plus, une autre chose qui va venir nous dire Freud, c'est que, parce que lui, il va nous donner des indications sur, puisque lui, c'était un scientifique, et il va nous donner des indications sur comment lire, non? On va dire comment lire cette science
cette science psychanalytique. Et donc, une autre chose qu'il va nous dire, il va dire, s'il vous plaît, ne comparez pas avec quelque chose que vous connaissez. Ce que nous faisons d'habitude. C'est-à-dire, non, toujours nous avons tendance à comparer. Pourquoi? Pour comprendre. Voilà. Donc, nous comparons, comme ça, on a l'impression de comprendre et on a l'impression... Mais quand on comprend, on a cette sensation de compréhension qu'on a comparé avec quelque chose de connu. Qu'est-ce qui se passe? On perd la nouveauté. Ça y est, je me suis approprié du concept comme quelque chose que je connais déjà. Donc, je ne découvre rien. C'est-à-dire que réaliser, on va dire, réaliser une lecture scientifique, ce n'est absolument pas facile. D'accord? C'est un travail, on va dire, c'est un travail. Bonjour Liazine. Et donc, c'est un travail auquel il faut s'appliquer. Donc, nous allons essayer, nous, de faire cette lecture. Et donc, il termine le chapitre qu'il avait terminé avant, qui parlait de la méthode d'interprétation des rêves, de la vidéo antérieure, où il nous avait dit qu'après l'interprétation de son rêve, son célèbre rêve de Irma, que maintenant nous avions vu qu'il s'agissait de la réalisation d'un désir. Donc, on va dire que le travail qu'il avait fait, il avait dit, voilà, nous pouvons donner un sens au rêve après l'interprétation. Donc ça, c'est une chose aussi qui est très importante, c'est-à-dire que les rêves en soi n'ont aucun sens. On va dire, ils n'ont aucun sens. Le seul sens que va nous proposer le rêve, ou plutôt la fonction du rêve, ça va être de dormir. C'est-à-dire qu'on dit que le rêve, c'est le gardien de sommeil. Je rêve, pourquoi? Parce que mon appareil psychique doit continuer à fonctionner. Donc, il continue à fonctionner, mon appareil psychique, et il me raconte des histoires pendant que je dors. Pourquoi? Pour me maintenir endormi. D'accord? Ça, c'est la fonction du rêve. Mais il n'a pas de sens. Il va avoir un sens uniquement quand il va y avoir la possibilité de l'interprétation. Et nous avions vu que cette possibilité d'interprétation, c'est quand nous étions dans un contexte psychanalytique. C'est-à-dire avec un psychanalyste et le patient qui va raconter ce discours qu'on va appeler le discours sacré. Sacré parce que c'est la matière que nous allons avoir pour pouvoir interpréter le rêve. Donc, nous venons de terminer le chapitre antérieur et Freud, il commence le chapitre suivant en disant, voilà, nous sommes éblouis par cette nouveauté. Les rêves peuvent être interprétés. Non seulement ils peuvent être interprétés, sinon que ce que nous avons vu, c'est que le rêve, c'est un phénomène psychique. C'est un produit de l'inconscient. On dit que c'est un produit made in inconscient. Ok? C'est-à-dire, et cette production, Freud il va dire, après l'interprétation, on peut voir qu'il s'agit d'une réalisation de désir et qu'il y a un sens. C'est-à-dire que c'est un produit où il va y avoir de nombreux mécanismes qui vont être en jeu pour que le patient puisse raconter son rêve. D'accord? C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui tombe du ciel. Non seulement chaque patient va être responsable de son rêve dans le sens où c'est lui qui l'a rêvé. Si moi je fais, chaque personne, quand ils vont rêver de quelque chose, ne vont pas avoir la même interprétation. Même si, non, parce qu'il y a des rêves, après nous verrons dans quelques chapitres, qu'il y a des rêves que Freud présente comme des rêves typiques, où beaucoup de gens ont fait ce même type de rêve. D'accord? Mais pour chaque sujet, ça peut avoir une interprétation différente. Ah oui, il y a des interprétations, non, on va dire, il y a les symboles, comme Freud dit, il y a les symboles, mais pour chaque personne, c'est une articulation différente. Donc, il dit que le rêve, il faut bien penser, parce que ça aussi c'est très important, c'est que ce rêve, c'est le résultat d'une activité intellectuelle très complexe. C'est-à-dire que ce n'est pas, quand on dit, non, même pour nous, quand on se réveille et on peut voir le rêve que l'on a fait,
on peut se rendre compte que, regarde tout ce qu'il a monté, toute l'histoire qu'il a fait, c'est-à-dire qu'avec notre conscience, nous n'aurions pas été capables de faire ce genre de montage, on va dire, toute cette histoire, les gens qu'il a réunis, les lieux où je suis allée cette nuit, non? Donc il dit qu'on vient de terminer ce chapitre, nous arrivons dans le nouvel espace, et il dit maintenant, donc c'est là où il va donc nous recommander encore une fois de suivre la thèse scientifique. Pourquoi? Parce que si je ne suis pas la thèse scientifique, il dit, je vais me laisser distraire par d'autres choses qui vont survenir. Parce que là, alors, il dit, alors, je vois que les rêves ont un sens. Mais comment on fait pour fabriquer un rêve? Quels sont les processus qui rentrent en jeu? C'est-à-dire qu'il va se faire toute une liste de questions, non? Il va il va dire d'où ça vient ce matériel? Et quelle est la réalisation de désir? Quel est ce désir quel est le moteur de ce qui se forme pour qu'il y ait ce résultat? Et donc il me dit, et pourquoi c'est si complexe? Pourquoi le rêve, il n'apparaît pas directement, poum, avec la réalisation de désir? Et par quel chemin il va être fabriqué? Par quel chemin se fait cette transformation? Est-ce qu'il y a une transformation? D'où vient le matériel? Non? Et il va dire, et si ce rêve est en relation avec notre vie, ou comment il est en relation avec notre vie? C'est-à-dire qu'il va se poser de nombreuses questions, mais il va dire, attention, Freud, toutes ces questions qu'il se pose, pour l'instant, ça fait partie du processus imaginaire. C'est-à-dire que c'est son imagination qui commence. Il dit non, revenons à notre thèse. Notre thèse qui vient nous dire que le rêve est une réalisation de désir. Et c'est ce dont nous allons parler ici. Parce qu'il va nous expliquer que ce rêve qui est une réalisation de désir, il se pose la question, il se dit, est-ce qu'à chaque fois c'est un désir? Ou est-ce qu'il y a des rêves qui vont être des souvenirs? Donc je rêve pour me souvenir. Je rêve pour réfléchir. Donc une réflexion. Non, j'élabore une réflexion pendant la nuit. Ou le rêve, il y en a certains, non, qui disent, j'ai trouvé la solution de mon problème le matin. Non? C'est-à-dire, est-ce que c'est toujours une réalisation de désir? Et c'est ce qui va venir donc nous présenter. Donc, c'est ce qui va venir, oui, nous présenter. Freud. Donc il dit, bon, il va le dire à la fin du chapitre, mais il va faire référence et il va dire déjà le langage populaire. Alors en français, la vérité, c'est que j'ai pas trouvé, je ne sais pas comment on dit en français ou je ne sais plus comment on dit en français. C'est-à-dire qu'il doit y avoir un proverbe, une phrase, si vous savez, qui dit une phrase qui vient de dire, mais par exemple, on va dire à quoi rêve la poule? La poule, elle rêve au grain, elle rêve du grain. C'est-à-dire qu'il montre que dans le langage populaire, il va chercher donc d'autres expressions à l'expression. Et d'autres expressions, j'imagine que c'est une expression allemande, qu'il apporte pour montrer que dans le langage populaire, on sait déjà que de quoi on rêve? De ce qu'on désire. Donc il y a quelque chose que le langage populaire connaît, alors que la science, jusqu'à l'heure actuelle, c'est-à-dire jusqu'en 1900, elle ne savait pas. C'est-à-dire que la science ne pensait même que non, que c'était des élaborations, des décharges d'énergie qui se produisaient. Donc il dit que parfois, le langage populaire est plus intelligent. Donc, il est plus intelligent. Et donc, il va nous montrer, donc dans ce texte, avec plusieurs rêves. Donc, il va nous ramener plusieurs rêves comme exemple pour nous montrer ce phénomène de réalisation de désir. Et il va dire qu'il va prendre des rêves
ici, pour que ce soit clair pour nous, en fait, il va prendre des rêves où il n'y a pas de déguisement. Non, comme on disait, de quoi rêve la poule? Elle rêve du grain, par exemple. D'accord? Donc, il va dire, il va présenter d'autres types de rêves dans le même sens. Et donc, il dit, comme il a l'habitude, il va prendre un de ses propres rêves et il va prendre un rêve qu'il dit que lui, il a l'habitude de faire et que, en plus, il peut faire, il dit, à volonté. Il peut faire à volonté et que donc, pour planifier ce rêve, il dit que le soir, je dois dîner et avec un plat très salé. Donc, si je dîne avec un plat très salé, qu'est-ce qui se passe un peu plus tard? Quand je me couche, il dit, j'ai super soif. J'ai super soif. Donc, c'est-à-dire qu'il explique qu'il rêve, donc ça c'est très intéressant, c'est-à-dire qu'il va rêver de quoi? Donc, comme il a très soif dans son rêve, qu'est-ce qu'il fait? Il va boire. Il va trouver juste à côté de sa table de chevet, il va prendre un verre d'eau tout à fait fraîche qui va venir satisfaire sa soif. Et ici, ce petit rêve, j'imagine que vous avez déjà rêvé, non? On dit que ce sont des rêves de commodité, c'est-à-dire qu'au lieu de se réveiller, de se lever, d'aller chercher de l'eau, il va résoudre tout ça en dormant. Il va réaliser, non, sa satisfaction, il va réaliser son désir de satisfaire, ce désir biologique de satisfaire la soif. Et donc, ici, c'est super intéressant, ce petit... je dis ce petit parce qu'il est simple, je veux dire que ce n'est pas un rêve compliqué. Et en fait, donc, il va nous dire que, effectivement, quand il dort et qu'il va prendre son verre d'eau, il va sentir une satisfaction énorme, l'eau est fraîche, délicieuse, et il va boire ça, ça va satisfaire l'assoiffé, il dit, effectivement. Mais attention, ça va satisfaire l'assoiffé dans la vie psychique. Après lui, de toute façon, il va devoir se réveiller et aller chercher de l'eau, parce que quand il se réveille, il est assoiffé. Et ça, c'est quelque chose qui va être très intéressant. Premièrement, il vient nous dire que le rêve va remplacer l'action. Donc, encore une fois, il va remplacer l'action. Pourquoi? Pour que le sujet continue à dormir. Puisque c'est le rôle du rêve. La fonction du rêve, c'est de me maintenir endormi. Pour que je continue à dormir. Et il dit, c'est là où on va voir que nous sommes dans deux réalités. C'est-à-dire qu'il va vivre. Non, je veux dire, parce que des fois nous parlons de ça, mais nous ne nous en rendons pas compte, nous avons comme assimilé que nous vivons avec ces deux vies en parallèle. Donc ma vie psychique, je réalise le désir de satisfaire ma soif, mais dans la réalité objective, rien du tout, il faut que je me lève et que j'aille boire. D'accord? Donc ça, c'est quelque chose qui est très important parce que nous avons donc, je crois que c'est ce qu'on avait vu dans la première vidéo où on voyait que nous vivons dans deux mondes parallèles. Celui de la réalité objective et celui, on va dire, du monde psychique où on peut réaliser des désirs qui ne vont en rien transformer la réalité objective. C'est-à-dire que nous avons les rêves nocturnes et les rêves diurnes, non? Je veux dire, quand on fantasme, on réalise aussi des désirs. Mais dans la réalité, il ne se passe absolument rien. Donc, c'est pour ça qu'après, lui, Freud, il va transformer la phrase qui dit « le rêve est une réalisation de désir » en « le rêve est comme une réalisation de désir ». C'est-à-dire que ça va être une réalisation de désir dans la réalité psychique. Donc, reprenons notre lecture scientifique. Donc, reprenons le texte. Passons au deuxième rêve. Donc, nous avons vu le premier rêve de la soif qui vient donc nous montrer
comment il y a une satisfaction, effectivement, une satisfaction du désir, de l'assoiffé. Ensuite, il va nous raconter un autre rêve qu'on lui a raconté, que c'est un monsieur. Donc, ce sont des rêves là qu'il va nous montrer pour que l'on puisse voir, non? C'est comme pour donner foi à la version de à quoi rêve la poule. Donc, il va nous montrer qu'en fait, les êtres humains, nous avons aussi des rêves où la réalisation de désir est claire et nette, par exemple. Donc, il va nous raconter l'histoire de ce docteur qui travaille à l'hôpital et qui vit dans un hôtel. Et donc, il a demandé à la réceptionniste de l'hôtel, s'il vous plaît, tous les matins, vous devez me réveiller à telle heure. Et donc, effectivement, la réceptionniste, elle vient et elle dit Sylvie, quand on rêve, qu'on a envie de faire pipi et que nous satisfaisons dans le rêve, c'est moins drôle. Oui, effectivement. Donc, effectivement. Donc là, c'est une autre chose. Mais vous voyez que normalement, là, c'est moins drôle parce qu'après, on peut être réveillé par l'humidité, non, par la sensation de mouiller. Mais normalement, c'est pour continuer à dormir. Donc, je fais pipi là pour ne pas avoir à me réveiller. Non ? Donc, revenons au docteur qui a demandé donc à la réceptionniste de venir le réveiller pour qu'il aille travailler à l'hôpital. Donc, effectivement, la dame, la réceptionniste, elle fait toc-toc à sa chambre, elle dit « Docteur, docteur, c'est l'heure, vous devez aller à l'hôpital. » Et donc, il se réveille à peine, il continue à dormir, et de quoi il rêve? Qu'est-ce qu'il va faire comme rêve? Ben, c'est tout à fait simple. Il va rêver qu'il est dans un lit de l'hôpital et qu'il voit même que sur le lit, il y a une étiquette avec son nom, le nom du docteur qui est écrit comme s'il était un patient, en fait. Et donc, quand il voit ça dans son rêve, il dit « Ah, si je suis déjà à l'hôpital !» Et il continue à dormir. D'accord? Donc, nous voyons que ici aussi, il y a une réalisation de désir direct. Quel est le désir? Continuer à dormir. Simplement. Continuer à dormir. Donc, c'est ce qu'on appelle des rêves de commodité. D'accord? Autant le rêve de la soif, de l'assoiffé, comme le rêve de ce docteur qui veut maintenir et continuer un petit peu à dormir, c'est un rêve de commodité. Et en plus, c'est une chose aussi qui est intéressante parce qu'il va parler d'une des particularités des rêves, et de tous les rêves en général, c'est-à-dire qui sont inconciliables avec le respect des autres. C'est-à-dire que on va dire l'amour à la commodité propre, personnelle, on s'en fout des autres. Dans le rêve, on s'en fout des autres. La seule chose ici, c'est nous. Non? Il y a un égoïsme dans le rêve qui va être mis, qui va être une des caractéristiques aussi du rêve, non? Qui va se présenter, qui va aussi être importante. C'est-à-dire que le plus important, c'est la commodité de chacun. Ensuite, il va raconter un autre rêve. Et donc, il fait une sélection, un autre rêve peut-être que d'une patiente, je ne sais pas si c'était une patiente, enfin une dame, qui lui raconte. Et en fait, c'est une dame qui vient d'être opérée de la mandibule. Et en fait, l'opération, elle n'est pas bien, il y a eu des problèmes, elle ne s'est pas bien réalisée. Et donc, aujourd'hui, cette dame, elle doit porter un appareil. Je ne sais pas comment c'est l'appareil, je ne précise pas trop, mais elle doit porter un appareil dans la bouche. Et donc, elle rêve qu'elle a rêvé qu'elle était à l'opéra, que la représentation était magnifique, que c'était extraordinaire, mais que par contre, Carlos Meyer, donc elle parle de Charles Meyer, il était à l'hôpital et il souffrait de douleurs horribles, des maux de tête horribles. Donc elle dit, donc moi je me suis dit dans mon rêve, elle dit, je me suis dit que comme moi, je n'avais mal nulle part, je n'avais pas besoin de l'appareil. Et donc, qu'elle a pris l'appareil et que tout en dormant, elle l'a jeté loin d'elle. Encore un rêve de commodité. D'accord? Donc, et comment je rêve pour pouvoir suivre ma propre commodité, c'est-à-dire que je ne respecte pas ce que le médecin m'a dit, non, je fais ce que je veux, et donc je m'en vais à l'opéra. Et en plus, Freud, il raconte, et il dit, en plus, Charles Meyer, c'était un de ses amis,
un de ses amis qu'elle aimait le moins. Donc il précise qu'elle a bien choisi pour lui donner des maux de tête terribles, qu'en fait elle ne l'appréciait pas beaucoup. Donc ensuite, elle rapporte un autre rêve. Donc c'est intéressant de voir tous ces rêves, premièrement parce que ce sont des rêves que d'une certaine façon, on a fait nous-mêmes, on nous a raconté. Enfin, ce sont des rêves, on va dire un petit peu des rêves classiques. Par exemple, il vient raconter qu'un de ses amis se présente, et comme tout le monde sait que Freud étudie l'interprétation des rêves, donc il est entouré de gens qui viennent et qui lui disent « mais moi j'ai rêvé de ça, et tu vois bien ». Et donc il y a un de ses amis qui se présente et qui lui dit « écoute, ma femme, elle a rêvé qu'elle n'avait pas encore ses règles. Et toi, tu crois que c'est vraiment un désir là qu'elle va réaliser, c'est quoi ?» Et en fait, donc, pour Freud, c'est évident. Il dit, cette femme, elle vient de se marier et elle est en train d'attendre pour voir si elle va avoir ses règles ou pas. Apparemment, il y a un petit peu de suspense. Et donc, elle rêve qu'elle a ses règles. Pourquoi? Pour continuer à être un certain temps tranquille, sans enfant. Donc, ce sont des rêves simples et qui montrent qu'il n'y a pas de déguisement. Donc, on va voir qu'après, non, comme le rêve d'Irma, où il y avait des choses qui étaient déguisées, on ne voyait pas clairement ce que présentait, ou nous-mêmes, nous avons fait des rêves où on ne voyait pas, on ne voit rien, on ne comprend rien. Nous, j'ai rêvé de ça, mais je ne comprends absolument rien, qu'on ne peut pas voir. D'ailleurs, ce sont la majorité des rêves. Non, on ne peut pas savoir quel est le désir que je réalise ici. Et en fait, il va donc nous dire les rêves les plus simples qui existent, en fait, ce sont les rêves des enfants. Parce qu'en fait, ils ont un rendement psychique où, en fait, ils répriment moins. On va dire, ils répriment moins, il y a moins de censure, et donc, ils s'expriment beaucoup plus facilement. D'ailleurs, il va raconter plusieurs rêves des enfants, Freud, dans ce chapitre, qui sont marrants parce que les enfants, ils se réveillent le matin disant « j'ai rêvé que… » Et en fait, ils sont super contents comme s'ils l'avaient fait, comme si réellement ils l'avaient vécu. Non, il raconte l'histoire d'un petit garçon, je crois que c'était un de ses fils, en fait, où il partait faire une excursion et c'était pendant les vacances, donc ils étaient à la montagne. Et le petit garçon avait écouté des histoires qui disaient que ce serait fabuleux d'aller jusque le sommet de telle montagne. Et donc, le petit garçon, il a rêvé d'arriver jusqu'au sommet. Et en fait, quand ils sont partis, ils ont fait l'excursion, donc ils n'ont pas pu aller jusqu'au sommet. Ils ont dû revenir avant, ou il s'est passé quelque chose. Enfin, ils ne sont pas allés jusqu'au sommet. Et donc, le petit garçon, il est rentré tout penaud en disant j'aurais bien aimé y aller, mais en fait, je ne peux pas. J'ai pas pu. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Le soir, il va y aller. Et donc, le matin, il se réveille et il va voir ses parents tout contents en disant c'est super, je suis allé jusqu'au bout. D'accord? C'est-à-dire qu'en plus, les enfants, ils ont cette satisfaction comme s'ils l'avaient vécu. Non? Donc, très intéressant. Ensuite, il va nous raconter un autre rêve d'une de ses petites filles qui a 19 mois. Et en fait, il dit que sa petite fille qui a 19 mois, ils ont dû lui faire faire un petit régime parce qu'en fait, le matin, elle avait vomi. Donc, ils lui ont fait faire un petit régime pendant toute la journée pour qu'elle fasse un petit nettoyage. Et la nuit, ils l'ont entendue rêver où la petite fille, donc c'était un rêve de Anna Freud, et où elle, tout en rêvant, donc elle parlait et elle disait Anna Freud, des fraises, des framboises, des croissants, du chocolat. Et en fait, donc Freud dit que la réalisation du rêve de cette petite fille, donc tout ce qu'elle n'avait pas pu avoir pendant la journée. Et en plus, ici, c'est un rêve qui est intéressant parce que, premièrement, elle va utiliser son nom. Non, elle met son nom en premier pour montrer que tout ça, c'est pour elle. Non, les fraises, les framboises, les croissants, tout ça, c'est pour elle. Et en plus, il y a une autre chose aussi qui est intéressante dans ce rêve, c'est qu'en fait, on lui avait interdit pendant la journée de manger. Donc ici, on va voir que c'est quelque chose en plus qui va se passer dans beaucoup d'autres rêves, c'est-à-dire qu'elle
passé une interdiction, qu'elle a sauté l'interdiction, non, et qu'elle a la double satisfaction d'avoir sauté l'interdiction de manger et en plus la satisfaction directement de manger, non, évidemment. Et ensuite, il va raconter, il va raconter plusieurs rêves. Il raconte un rêve justement de la grand-mère de sa petite fille, de Hannah, et qui dit qu'elle aussi, par contre, elle a 70 ans et elle est aussi au régime parce qu'elle a des problèmes de reins. Et qu'en fait, et donc, qu'est-ce qu'elle rêve? Elle rêve, donc Freud il dit non seulement elle rêve qu'elle a 40 ans, 50 ans, donc elle est plus jeune que dans l'actualité, et qu'en plus elle est invitée chez des amis et qu'elle va pouvoir déguster des plats délicieux. Et ensuite, il va, donc encore une fois, la réalisation de désirs directs dans le rêve. Et en plus, il va nous raconter donc une autre chose qui est intéressante, c'est qu'il va nous dire que quand on se trouve dans des situations extrêmes, non, il va nous raconter une petite anecdote de gens qui sont partis au pôle Nord, je crois, et qui étaient donc, ils ont vécu pendant un certain temps dans des conditions un petit peu inhabituelles pour eux. Et en fait, toutes les nuits, ou plutôt tous les matins, il y en avait un qui venait en disant « Waouh, vous savez, il faisait chaud » ou tout ce que j'ai mangé, parce que pareil aussi, c'était au niveau beaucoup de la nourriture, dans le sens où ils avaient une limitation extrême là où ils étaient, ils ne pouvaient pas manger tout ce qu'ils voulaient. Et donc le matin, ils arrivaient enthousiastes et en plus, ils le partageaient les uns avec les autres comme si c'était, le raconter, c'était leur festin. C'était une autre réalisation de désir de pouvoir le raconter. Donc, il explique que dans certaines situations, quand on est dans une situation avec, comment on dit, où il y a quelque chose qui nous manque, non, c'est-à-dire qu'il y a des fois où on va rêver pour satisfaire, donc le désir qui va être satisfait, ça va être celui de pouvoir voir les personnes que l'on ne voit pas depuis longtemps, de pouvoir manger des trucs qu'on ne mange pas depuis longtemps. Je veux dire qu'il y a des choses comme ça où on va, non? Ou quand il parlait des souvenirs au départ, des fois, on va rêver des choses de l'enfance, non? Pour y retourner. Donc les rêves permettent ce genre de choses. Et donc après, il va nous raconter aussi un autre rêve de Emilio, le rêve de Emilio. Donc il dit que c'est un rêve de sa fille, donc sa fille qui a 8 ans et demi, et qui raconte à Freud, et qui dit regarde, j'ai rêvé d'Emilio, et que Emilio en fait il faisait partie de la famille. Donc, il faisait partie de la famille. Il dit Emilio en fait c'est pas exactement il fait partie de la famille, sinon que c'est un voisin qui a 12 ans et qui a accompagné la famille pendant une excursion qu'ils ont faite. Et qu'en fait, pendant l'excursion, et le petit garçon, il a dit à un moment, dépêchez-vous, il faut atteindre papa et maman et tout ça. Donc, la petite fille, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a rêvé que Emilio, il avait sa chambre dans la maison, qui faisait partie de la famille. Et en plus, elle a rêvé elle dit que sa maman, elle arrivait et qu'elle jetait sur le lit des bonbons qui étaient enveloppés de papier vert. Et de papier vert, et qu'en fait, elle les jetait sous le lit. Et donc, Freud, avec les informations qu'il a, sa femme lui a dit oui, qu'effectivement, à la fin de l'excursion, elle leur a dit non, vous n'allez pas avoir les bonbons. Donc, qu'est-ce qu'elle fait la petite fille? Les bonbons, elle les obtient pendant la nuit. Que Emilio, qu'elle trouvait super sympathique, elle le fait venir et participer à la vie familiale. Mais par contre, si nous voudrions nous poser la question pourquoi sous le lit, il dit ça, là, il faudrait passer à l'analyse. C'est-à-dire que ça, ce sont des choses on aurait besoin, non seulement que la petite fille parle avec un psychanalyste, sinon qu'en plus, elle l'associe librement. D'accord? C'est un élément indispensable pour l'interprétation.
Parce qu'elle dit que non seulement l'association libre, mais en plus parler avec un psychanalyste pour que le transfert, pour que ce soit dans une situation de transfert. Donc, rappelons-nous, et ça c'est une chose très importante, c'est-à-dire que il y a interprétation qu'avec le transfert. C'est-à-dire que c'est très difficile, par exemple, qu'il y ait interprétation à la première séance de psychanalyse. C'est très difficile. Pourquoi c'est très difficile? Simplement parce qu'il n'y a pas de relation établie. Le psychanalyste, c'est un inconnu, donc il n'y a pas de relation. Donc, ensuite, on va voir... donc, il y a une autre chose aussi qui va nous montrer ici une autre particularité du rêve qui est très intéressante. Il va venir nous dire que le rêve, encore une fois, c'est quelque chose qui se réalise au présent. Plutôt, la réalisation de désir, c'est quelque chose qui se fait au présent. C'est pas quelque chose qu'on va remettre à plus tard. Ça se fait au présent. Et après ça, on va voir que dans la vie, dans notre vie quotidienne, c'est comme ça que se réalise le désir. Le désir, il se réalise toujours au présent. Donc nous verrons un petit peu après ce que ça signifie tout ça. Donc nous avons vu que à partir de l'interprétation des rêves, nous sommes dans un champ idéologique différent du champ idéologique dans lequel nous étions avant de commencer cette lecture. Donc, et nous voyons que ça, c'est un champ où on va voir que nous vivons donc cette double altérité, où se développe la réalisation de désirs, d'accord, dans la vie psychique, on va dire. Donc, c'est pour ça que le rôle du psychanalyste ou le psychanalyste, il ne va pas intervenir dans la réalité objective du sujet. Non, ça aussi, ça vient nous montrer, c'est-à-dire que le psychanalyste n'écoute pas la réalité objective. Qu'est-ce qu'il écoute, le psychanalyste? La réalité psychique. D'où le besoin d'une préparation tout à fait spécifique. Une préparation spécifique et en plus où le psychanalyste ne peut pas intervenir dans la réalité du sujet, dans la réalité objective. Sinon qu'il doit parler en fonction de la réalité psychique. C'est pour ça qu'aussi, on va voir que le psychanalyste, il ne peut pas dire oui, le patient, il améliore parce que maintenant, avant, il ne pouvait pas faire ça et maintenant, il peut. Non, c'est pas de là où on voit l'amélioration. En plus, l'amélioration, le psychanalyste, c'est parce qu'il cherche à voir. Ça, c'est une chose du patient, l'amélioration. Sinon, ce qu'il va voir, le psychanalyste, ou ce qu'il va écouter, c'est la façon de parler. Comment parle le patient? Et il va montrer que selon le discours du patient, je peux voir comment il a changé de position. Parce qu'il se laisse parler avec beaucoup plus de facilité, par exemple. Il associe librement d'une autre façon. Donc, c'est-à-dire que ça aussi, ça vient nous dire que, parce que c'est pour ça que la psychanalyste, c'est pas quelque chose extérieur, voilà l'appareil psychique qui fonctionne comme ça. C'est-à-dire qu'une personne en psychanalyse, on va dire, elle ne peut plus venir en disant oui, j'ai mal à la tête parce qu'ici il y a beaucoup de fumée. Mon mal de tête, il vient d'une détermination d'une production. Mon mal de tête, c'est une production de mon appareil psychique. Et c'est comme ça d'ailleurs qu'on va voir tous les problèmes qui vont apparaître dans la vie du sujet doivent être lus à partir de ça. Toutes les difficultés, on va dire, ou toutes les bonnes choses aussi. Ensuite, on va dire...
C'est pour ça que faire la lecture de l'interprétation des rêves, de commencer une psychanalyse, ça n'est pas du tout la même chose, mais disons que dans les deux cas, nous avons une approche qui vient nous montrer, qui vient nous dire qu'en fait, la science psychanalytique, elle vient dévoiler quelque chose qui n'était pas compris par l'homme jusqu'à présent. C'est-à-dire que jusqu'à présent, l'homme ne savait pas pourquoi il aimait. Ni pourquoi il choisissait telle ou telle personne. Pourquoi il souffre de jalousie. Donc après, on va rationaliser les explications. Nous sommes dans le monde de l'apparence. D'accord? Ça aussi, c'est très important. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'on dit que la psychanalyse, c'est un moment de rupture qui vient nous présenter que l'apparence, c'est l'apparence. Et que pour savoir pourquoi cette femme est jalouse, pourquoi cet homme il est jaloux, il est nécessaire de passer par une psychanalyse de la même façon pour découvrir, on va dire pour découvrir quelle est la cause qui produit cette jalousie. Ou notre manière d'aimer. Parce que quand on voit, par exemple, on parle beaucoup, c'est pour ça que la science psychanalytique est si importante, parce qu'on va voir que la technique, l'objet technique dans le monde actuel, il a beaucoup évolué. Vous voyez, aujourd'hui, je peux parler avec vous de chez moi, de mon lieu. Et vous, vous êtes chacun chez vous et vous pouvez écouter, écrire même si vous voulez. Donc l'objet technique, il a une évolution énorme. Mais nous, les êtres humains, nous continuons à vivre et à subir nos sentiments, nos manières de penser, nos manières d'aimer, comme 4000 ans avant. C'est-à-dire que la matière humaine que nous sommes, parce que nous aussi nous sommes un objet, nous aussi nous sommes un objet qui, avec un travail, nous pouvons transformer. Parce qu'aujourd'hui, sans psychanalyse, nous sommes manipulés par l'idéologie dominante. L'idéologie dominante qui nous a fabriqués pour que nous puissions fonctionner et répondre, aimer comme il est prévu d'aimer, penser comme il est prévu de penser, apprendre comme il est prévu d'apprendre, on va dire travailler comme il est prévu de travailler. Mais tout ça, ça peut se transformer si nous utilisons les instruments. Tout comme l'objet technique qui a devancé l'être humain et qui est beaucoup plus moderne que nous aussi, nous pouvons réussir à être plus modernes. D'où l'importance de cette science psychanalytique qui vient dévoiler, qui vient nous dire pourquoi nous souffrons d'angoisse, pourquoi l'anxiété nous empêche de vivre, pourquoi nous tombons malades. Tout ça, ce sont des énigmes pour l'instant. Sans la psychanalyse, aujourd'hui, tout ça s'est expliqué de façon rationnelle et surtout sans solution. Sans solution pour le sujet. L'être humain a d'énormes possibilités. Mais bien sûr, il y a très peu d'États, on va dire, d'États, de gouvernements qui sont intéressés pour développer ces possibilités de l'être humain. Bon, j'imagine qu'il n'y en a pas. D'où l'importance de la science psychanalytique qui vient nous montrer, grâce à l'interprétation des rêves, donc l'œuvre clé qui vient nous montrer que ce que nous voyons, ce n'est pas. Que la réalisation de désir que nous a montré Freud ici dans ce deuxième chapitre, qui est donc, dans la majorité des cas, les rêves de commodité, nous allons voir dans le prochain chapitre qui s'appelle la déformation onirique, qu'il y a une autre histoire. Je veux dire que d'un côté, il y a la commodité pour maintenir le dormir et nous allons voir qu'il s'agit de satisfaire un autre type de désir qu'effectivement, tous les rêves réalisent des désirs dans la réalité psychique de chacun. Donc, pour mardi prochain, même si ce sera le 14 août, moi je serai là. On continue à la même heure. Donc, pour tous ceux qui sont intéressés de participer, d'assister, de venir écouter, je serai là donc mardi 14 à 20h pour continuer avec le prochain chapitre qui s'appelle la déformation
onirique pour pouvoir voir. Donc maintenant, on va voir dans la déformation onirique, Freud va venir nous expliquer pourquoi il y a tant de déformations dans le rêve. Pourquoi le rêve, pourquoi ce ne sont pas tous des rêves comme ceux qu'on a vus aujourd'hui? Pourquoi il y a des rêves beaucoup plus complexes qui ont besoin d'une grande déformation pour que nous puissions nous en rappeler? Parce que sinon, ce qu'on fait directement, on les oublie. Bon. Donc, pour aujourd'hui, c'est bon. Donc, on continue la semaine prochaine. Bonne semaine. La déformation onirique pour ceux qui veulent commencer la lecture. Et comme ça, tout ça, ça devient beaucoup plus intéressant. Donc, à la prochaine fois. Bonne continuation et à mardi. Au revoir.